Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marabiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité. Ce soir, nous allons bien évidemment longuement nous intéresser à l'actualité internationale. C'est la Turquie puisque Erdogan a été donc réélu au deuxième tour avec 52,14% des voix contre 47,86% pour son opposant Kemal Kılıçdaroğlu. On reviendra sur ces élections. Qu'est-ce que cela va changer certainement pour la Turquie ou pas dans les 5 ans à venir avec nos invités, mais surtout nous reviendrons sur cette question, cette leçon démocratique pour une première, certes. Donc il y a eu un deuxième tour en Turquie avec 2 opposants. On se rend compte ici qu'il y a eu certainement une réelle leçon en termes de démocratie, surtout peut-être envers ces pays dits de dictature, dits autoritaires, un entre-deux tours aussi où il y a une certaine liberté d'expression, où les politiques se sont exprimés, aussi bien dans les médias que dans les meetings. Donc un réel exemple, on va essayer de comprendre pourquoi et bien évidemment on fera un parallèle avec l'Algérie puisque nous évoquons énormément dans le cadre de nos émissions l'Algérie. Nous essaierons de comprendre à quand les Algériens seront ravis de se retrouver face à deux candidats au sein d'élections présidentielles. Et on rappelle qu'en Turquie, c'est 90% de participation au premier tour il y a 2 semaines et c'est 84% hier. On voit ici tout de même une réelle confiance en la politique, une réelle confiance dans les urnes. Mais nous allons bien évidemment commencer par cette actualité qui nous touche, beaucoup d'émotions qui nous heurtent encore aujourd'hui. On a une pensée pour la famille de Pierre Odin. On en parlait hier en direct dans le cadre de l'émission, mais il était important ce soir de revenir sur Pierre Odin, paix à son âme. Donc il nous a quitté hier dimanche 28 mai. On en parle avec un invité bien évidemment qui est on va lui souhaiter la bienvenue. Merci d'être là, cher Hakim Haddad, de prendre quelques minutes. Vous étiez très proche, vous êtes toujours proche d'ailleurs par le cœur et l'amour que vous lui portiez. C'était un ami proche, hein, et vous dites que je perds un ami, un camarade, un frère. Le monde de l'Algérie, la France perd un bijou, un sage. Parlez-nous un peu de cet homme. Et puis je crois que malgré tout, il est parti malheureusement, mais peut-être quelque part avec un combat qu'il a aussi réussi, c'est d'avoir continué le combat de sa maman, paix à son âme. On rappelle que c'était le fils de Maurice Odin. Oui, salam alaikum Zulflaoun, et bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Et merci El Marabiya, merci Shaban Qassi de réserver un moment à Pierre Odin, qui n'est pas peu, effectivement, dans l'histoire en particulier, bien sûr, de l'Algérie, mais aussi de la France. C'est difficile d'en parler, bien sûr, l'émotion est encore très très présente et je pense qu'elle le restera encore longtemps. Pour moi et pour d'autres qui ont eu à connaître ce merveilleux personnage, moi j'insisterai sur une chose. Certes, c'est le fils de Maurice et de Josette Odin. Certes, c'est aussi comme ça que les gens le connaissent et que les gens parlent de lui, mais c'est aussi et surtout une très belle personne. Pierre Odin en lui-même, fils d'eux, mais Pierre Odin lui-même est une magnifique personne, une personne qui a beaucoup donné de lui-même, qui a beaucoup donné pour l'Algérie, même si les Algériens et les Algériennes ne le savaient pas, ou en tout cas pas depuis qu'il a commencé à travailler et à militer et à donner de son temps pour l'Algérie. Et il a également beaucoup donné pour les jeunes de manière générale, que ce soit en Algérie ou en France. Voilà. Bien sûr, énormément pour les mathématiques, puisque comme son père il était lui-même mathématicien et amoureux des maths, et qu'il essayait de vulgariser et de traduire en langage humain, je dirais, auprès de toutes celles et de tous ceux qu'il pouvait rencontrer. Voilà, donc c'est une belle chose et une bonne chose que fait le Marabiya aujourd'hui. Vraiment, je vous en salue de donner un temps pour Pierre Odin, parce que
au-delà de la personne qui est le fils de Maurice et de Josette Audin, oui, c'est lui-même un militant, c'est lui-même une personne engagée, c'est lui-même une personne qui a donné de son temps, une magnifique personne, une personne très discrète, très effacée, d'ailleurs comme son départ de cette terre, voilà, qui s'est passé de manière très discrète. Malheureusement, on s'y attendait un petit peu, mais c'est jamais comme au moment où ça se passe. Je parle de la mort, vu qu'il était malade depuis pas mal de mois, avec cette fameuse maladie qui est le crabe, le cancer. Voilà. Mais il s'est battu toute sa vie. Il a continué de se battre, aidé par ses amis et sa famille particulièrement, à qui je rends un vibrant hommage et un grand respect, qui a été avec amour, et auprès de lui jusqu'aux derniers instants, hier à 17h et quelques. Voilà. On a une pensée pour sa femme, ses enfants. Restez avec nous, Hakim Haddad. On va l'écouter justement. Effectivement, on le présente bien sûr comme le fils de Maurice et Josette Audin, mais ce n'est pas pour rien, c'est qu'il a continué ses valeurs de militantisme. C'était un homme, donc c'est vrai, humble, mais par ses mots, par ses actions, il a suivi le Hirak, il a fait des dizaines de rassemblements, des dizaines de meetings. Il attendait aussi son passeport. Vous allez nous en parler dans un instant, son passeport algérien, avec impatience, et il a réussi, avant de nous quitter, paix à son âme, de se rendre en Algérie et d'inaugurer notamment la statue de son papa. On l'écoute ici, vous allez voir, il est clair sur la liberté d'expression, la liberté de la presse, sur une réelle indépendance en Algérie. Comme par exemple rappeler que des gens comme mon père, ma mère et beaucoup d'autres moudjahidines ou shuhada ont participé à la guerre d'indépendance, à la guerre de libération, pour construire une Algérie qu'ils souhaitaient plurielle, multiculturelle, fraternelle, on pourrait dire presque une Algérie, une république algérienne démocratique et populaire, comme c'est marqué sur mon passeport vert. Donc, on aurait pu espérer que l'Algérie soit première pour la liberté de la presse, première pour la liberté d'opinion, première pour la liberté et pour les droits de l'homme en général. Et malheureusement, c'est pas le cas. Et je pense qu'il y a encore donc beaucoup à faire. Et je suis obligé de le dire. Quelles que soient toutes les amitiés que je puisse avoir, je suis bien obligé de constater que non, ça va pas. Il y a des choses qui doivent. C'est pas normal que quelqu'un qui est en détention provisoire meure pendant sa détention provisoire. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal de considérer que je serais un terroriste sous prétexte que j'aurais écrit quelque chose sur Facebook ou sur Twitter. Il y a des lois qui ont été décidées dans ce pays qui sont des lois parfaitement anormales, je pense. Décider que quelqu'un qui s'exprime, il est passible d'une loi sur les fake news, ou il est passible d'une loi sur le terrorisme, ça va pas. Il y a une échelle de valeurs à mettre en place. Le terrorisme, c'est pas ça. C'est pas écrire quelques mots sur Facebook. Le terrorisme, c'est autre chose. On fait pas croire des choses comme ça à la population, je pense. Hakim Haddad, on vient d'écouter donc Pierre Audin, vous étiez aussi à ses côtés, hein, c'est une longue amitié entre vous deux, une longue fraternité, mais c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il aurait pu continuer le combat de sa maman, à ce que l'État français reconnaisse effectivement que Maurice Audin donc ait été assassiné pendant la guerre par l'armée française, etc. Mais au-delà de ça, il était pour la justice, pour la liberté d'expression, il était contre ce 87 bis. C'était un combat qu'il a continué et qu'il a encore plus donné depuis le début de ce Hirak que vous connaissez bien. Oui, merci Chaban. C'est une amitié entre nous et une fraternité, vous faites très bien de dire ce mot, qui durera au-delà du temps. Voilà, au-delà du temps et au-delà de la disparition physique des humains que nous sommes. Pour en revenir à ce que vous dites, oui, c'est très important. Donc d'abord, effectivement, il a continué, il a mené d'abord avec sa maman, Josette, avec sa sœur, Michel, qui est encore vivante, plus âgé que lui, et avec les membres d'une association qui s'appelle l'association Josette et Maurice Audin, ils ont continué
à travailler et à militer et à revendiquer la vérité et la justice pour Maurice Audin, bien sûr, mais aussi pour toutes et tous les disparus pendant la guerre d'indépendance algérienne et pendant surtout en particulier là où il y a eu le plus de disparus, je mets des guillemets à disparus, en l'occurrence pendant cette période qu'ils appellent, là aussi je mets des guillemets, la bataille d'Alger. Donc il a effectivement toujours milité avec sa maman donc, et d'autres personnes dont les membres de cette association AJMA, Association Josette et Maurice Audin, et j'y reviendrai après, voilà, et il a continué, et oui, il a engrangé, que ce soit lui ou les autres membres sur cette question, une victoire, des victoires, en l'occurrence en France, après avoir fait reconnaître, parce qu'il ne l'a pas fait pour les yeux des Audins, Monsieur Macron, il l'a fait parce qu'il a été amené à le faire, parce qu'il a été poussé à le faire après des années de pression militante, etc. Il avait reconnu qu'effectivement, Maurice Audin a été tué et que c'était une pratique courante. Donc cela veut dire qu'il ne parlait pas, Monsieur Macron en l'occurrence, que de Maurice Audin, mais il a insinué également que d'autres personnes avaient été kidnappées. Donc c'est une vraie victoire, tant pour la reconnaissance et la vérité et la justice pour Maurice Audin, nous avons la vérité, nous n'avons pas encore la justice pour Maurice Audin, mais aussi pour d'autres personnes qui ont eu à subir le même sort, et il y en a malheureusement des milliers, femmes et hommes. Mais le Hirak, il était présent hein, aussi. Mais c'est quelqu'un qui a aussi obligé, d'une certaine manière, l'Algérie à faire ce qu'elle devait faire. Parce que vous parliez justement à juste titre, et c'était il y a exactement un an, aujourd'hui même, le lendemain de sa mort, aujourd'hui même, il y a un an, il inaugurait le buste, et non pas la place, le buste de son père, de son papa, Maurice Audin, sur la dite place de Maurice Audin à Alger, place qui avait été nommée Maurice Audin, mais qui n'avait jamais, en 1963, été inaugurée. Donc, on peut dire que aussi, il a mis devant l'État algérien, devant ses responsabilités, à l'obliger à reconnaître officiellement la place Maurice Audin à Alger, au centre d'Alger, ainsi que le buste. Ensuite, effectivement, vous avez à juste titre parlé de son investissement. C'est quelqu'un de très, très discret, de très effacé et de très humble, parce que aussi, entre autres, c'était son caractère, et ce n'est pas facile d'être le fils de Maurice et de Josette Audin, mais il a toujours continué à rêver de ce pourquoi, pour l'Algérie, pour laquelle se sont sacrifiés, se sont battus ses parents et tant d'autres personnes, qu'ils soient algériens ou qu'ils soient, il le dit lui-même, ou qu'ils soient non algériens à l'origine. Voilà, une Algérie fraternelle, et donc oui, il s'est pleinement reconnu dans le Hirak dès le début, depuis février 2019. Il a participé à une multitude de rassemblements, particulièrement bien sûr à Paris, à la place de la République, et puis surtout, et il n'a pas arrêté et il n'a pas cessé jusqu'à quelques jours avant sa mort, de militer et de travailler et d'interpeller les autorités algériennes et d'amener son soutien et sa solidarité aux détenus d'opinion, qui croupissent encore dans les geôles. Et la dernière en date, c'est la signature le 11 mai. Le 11 mai d'une pétition pour la libération des journalistes, en l'occurrence des journalistes emprisonnés en Algérie, le Qadi Ihsan, mais pas seulement. Voilà. Et sa participation, malgré son état de santé très pas du tout bonne, très affaibli, très affaibli malheureusement. Il a quand même tenu à venir avec son épouse Lynn, que je saluerai jamais assez, au rassemblement qui a eu lieu à Paris, en hommage et en solidarité à Al-Qadi Ihsan et à tous les journalistes et détenus d'opinion emprisonnés en Algérie. Donc oui, il s'est battu et jusqu'à la dernière seconde pour la reconnaissance, pour son papa et les autres disparus, enlevés, disparus, torturés et assassinés du temps de la guerre d'Algérie. Mais c'est aussi un enfant de l'Algérie indépendante, et c'est un enfant qui voulait voir son pays démocratiquement, démocratique, ouvert, comme il l'a dit. Voilà. Et c'est à ce double titre qu'on doit lui reconnaître tout ce que nous avons à lui reconnaître. Merci Hakim Haddad, il a réussi à s'y rendre, à avoir ce passeport.
a inauguré le buste de son papa, mais effectivement, il attendait, il attend encore, et voilà, il rêvait aussi d'une autre Algérie, l'Algérie dont rêvait son papa, qui a donc combattu un anti-colonialiste. Merci Hakim Haddad d'avoir été avec nous, voilà, pour évoquer sa mémoire. On ne pouvait pas ne pas vous inviter, et je rappelle que Pierre Audin a longtemps participé à nos émissions, et on l'a écouté il y a quelques minutes dans Fadient avec Nasser Djoudi, qu'il avait reçu il y a quelques semaines, et vous l'avez vu à l'antenne affaibli, mais malgré ça, il continuait son combat dans les deux sens pour le peuple algérien et pour lui et sa famille. Paix à son âme. Merci Hakim Haddad, à bientôt. L'actualité, on revient sur cette actualité internationale, c'est donc la victoire, une nouvelle fois, du président turc, 52,14% contre son opposant, contre 47,86%. Rapidement, donc c'est 84% de participation hier. C'est énorme. Le peuple turc fait confiance en la politique, a confiance en les urnes. On va essayer donc de décortiquer avec nos invités cette élection. Avec nous, un spécialiste des questions internationales, analyste politique, fidèle à nos émissions, Gamal Abina. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci Gamal Abina. On devrait avoir le plaisir d'accueillir Bahri Sezour. J'espère que je n'écorche pas votre nom et prénom, directeur général de Radio Kardesh et Card TV. Bonsoir. Bonsoir Chaban. Alors, chez nous, on dirait plutôt Bahri Sezour, ou en français, c'est Bahri Sezour. Voilà, la prononciation française. Mais prononcez comme vous voulez, aucun problème. Effectivement, c'est Radio. Non, mais il n'y a pas de raison, donc c'est Bahri Sezour. Sezour. Bienvenue en tout cas, plaisir de vous avoir. Avec un merci d'être parmi nous. Vous êtes directeur général de Radio Kardesh et Card TV. On a aussi normalement avec nous, il est en Turquie, ancien élu français, constructeur à Alanya en Turquie, Mourad Razli. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez, cher Mourad Razli? Oui. Je vous entends nickel. Très bien. Merci, et je l'espère, on l'aura aussi pour une intervention. Abdul Moutalib Aydin, qui est citoyen franco-turc. Il est à Paris pour avoir un regard donc de la situation. Gamal Abina, je commence avec vous. D'abord, d'un point de vue général, on va essayer quand même de comprendre un peu cette élection. Et puis dans un deuxième temps, j'aimerais vraiment qu'on s'intéresse sur cet axe aussi. Voilà, ça a été une réelle leçon démocratique, puisqu'on sait que la Turquie, notamment Erdogan, est quand même controversé. On dénonce énormément certaines libertés notamment, mais voilà, un deuxième tour, une vraie leçon, 2 candidats, une élection et une forte participation. On en parle juste après. Gamal Abina, vous êtes surpris de cette réélection, plus de 20 ans au pouvoir pour Erdogan? Non, je ne suis pas surpris. Elle était attendue en vérité, en dépit de toute la propagande occidentale qui prenait ses rêves pour des réalités. Il est vrai que M. Erdogan a traversé les moments difficiles. D'ailleurs, en turc, on dit Erdogan pour la prononciation. A traversé les moments difficiles qui sont liés d'abord à la tentative d'assassinat qu'il a subi en 2016, le 15 juillet 2016. On a essayé de lui faire un coup d'État qui est indirectement commandité par les États-Unis, même s'ils ne le disent pas, parce qu'ils parlent des Goulen, mais bon, je pense que c'est surtout, il vit aux États-Unis, une volonté d'écarter du pouvoir. Ensuite, et surtout parce que la monnaie turque a été très lourdement attaquée. Vous y alliez il y a 2 ans, une lira pour 1 euro, maintenant c'est une lira pour 20 euros. C'est le contraire, 20 liras pour 1 euro plutôt. Donc on est sur un pays qui a été frappé ensuite par une inflation galopante qui touche le monde entier, mais en Turquie particulièrement haute, puisqu'on est monté jusqu'à 100% d'inflation un temps. Maintenant c'est ramené à 60%, me semble-t-il. Un chômage qui commence à se développer malheureusement. Surcoût de la vie au niveau des logements qui commence à apparaître avec la spéculation immobilière, et puis surtout récemment le tremblement de terre qui a malheureusement tué près de 50 000 personnes des 2 côtés de la frontière turque et syrienne. Donc tout cela pour dire qu'il semblait mal parti dans les sondages, des sondages qui ont été commandés et dont on peut dire beaucoup de choses, mais il n'en demeure pas moins qu'il a gagné
en 2 tours, c'est vrai. Il n'a pas eu, comme d'habitude, il faisait toujours dès le premier tour et remportait la mise à plus de 50%, mais en 2 tours, avec une forte mobilisation dans les élections, vous l'avez souligné, plus de 84%. Je pense que toutes les démocraties occidentales rougiraient d'envie d'avoir ce genre de résultat en termes électoraux, ce qui prouve que la démocratie turque fonctionne. Personne n'a remis en question le résultat des urnes. Eh bien, il a obtenu d'abord un parlement largement acquis, plus de 320 députés, me semble-t-il. Donc il y a déjà une victoire sur le plan parlementaire en 1 tour, et cette élection présidentielle en 2 tours qui l'a un peu ralenti, c'est vrai, puisqu'il n'a pas obtenu tout de suite la victoire, mais il l'a obtenu de façon cinglante, puisqu'il a plus de 52% des voix. J'avais estimé d'ailleurs, même avant le résultat hier, qu'il emporterait entre 52 et 54%, puisqu'il y avait un report de voix du 3e candidat. Donc c'est la logique qui l'emporte. Maintenant, c'est une logique qui préside à 2 choses. La première, je le dis très rapidement, je ne vais pas trop m'apesantir, la Turquie, depuis Erdogan, a retrouvé ses lettres de noblesse, sa fierté, je parle des Turcs au niveau individuel, d'être turcs. Qu'ils aiment ou pas Erdogan, la Turquie compte politiquement, compte industriellement, économiquement. C'est devenu un hub commercial avec la Turkish Airlines qui dessert rien qu'en Afrique 40 destinations, c'est considérable, qui est une grande compagnie internationale maintenant. La Turquie est devenue un acteur économique essentiel puisqu'il fait partie des 20 premières puissances économiques mondiales, industriel. Vous allez en Turquie, vous mangez, fabriquez, produisez turc. C'est devenu vraiment un pays exportateur. La Turquie a, ces dernières années, essayé de tenter une sortie de ses frontières politiques avec l'intervention dans les différents pays arabes par rapport aux révolutions arabes, puisque essentiellement Erdogan, ses frères musulmans, il a essayé d'influencer cela. Aujourd'hui, ils sont revenus dans la frontière, c'est très bien. Mais surtout, la Turquie, c'est l'idée de se dire que un grand empire, l'Empire ottoman devenu par Mustafa Kemal, la petite Turquie malheureusement, aujourd'hui redevient grande Turquie. Et les Turcs ont plus voté pour la grandeur de la Turquie que pour un résultat économique qui était en berne, même si pendant 20 ans la Turquie a bénéficié d'une grande croissance économique. Ces 4 dernières années, ça n'a pas été glorieux. Et bien Erdogan a bénéficié de cette image. On n'a pas voté pour son parti nécessairement, l'AKP, qui est en plus allié avec un autre parti. On a surtout voté pour un homme qui a montré que la Turquie pouvait redresser le nez. Preuve en est d'ailleurs, c'est la Turquie qui a négocié avec les Russes et les Ukrainiens la sortie du blé. Donc c'est dire à quel point aujourd'hui les Turcs voient Erdogan comme une sorte de sauveur de l'image de la Turquie. Je reviens à vous dans un instant, effectivement. Vous le disiez, donc le Parti Justice Développement AKP. Direction la Turquie. Mourad Razli, rebonsoir, ancien élu français. Vous êtes en Turquie actuellement. Je rappelle que vous êtes aussi d'origine algérienne, si je ne me trompe pas, puisqu'on va aussi se poser cette question un peu, la différence entre les deux pays. Mourad Razli, en Turquie, cette victoire, elle était... Sincèrement, elle était tant attendue. Et puis vous me disiez aussi au téléphone hier que malgré un peu la propagande, et effectivement la presse française, mais européenne, occidentale, n'y a pas été de main morte contre Erdogan. Mais en tout cas, il est réélu. Non, c'est encore pire que ça. Il y a eu carrément des mensonges. Il y a eu carrément une propagande. Elle a toujours été l'anti-Erdogan, premier, l'islamiste, le sultan, les qualificatifs ne montent pas, l'autocrate, etc. Ils jubilaient tous avant le premier tour, donnant, c'est même pas des sondages, c'est de la magouille. Ils donnaient 10 points son opposant Kılıçdaroğlu devant lui, et au final, on a vu le résultat. Tant sur le premier tour. Là aussi, vous vous rendez compte, ils ont divisé la Turquie en deux. Attends, le mec, il est sortant, il fait 49,50 au premier tour. Aucun candidat français au premier tour ne dépasse les 30%. Et si on prend la France, si la Turquie a été divisée en deux, la France est divisée en 7. Macron 28, la blonde 23, 24, Mélenchon 22, après Zemmour à 7, etc. Après Jadot et compagnie. Donc voilà, c'est toujours ce... On a, pareil, oui, il a toujours gagné au premier tour, mais ce qui est faux, à l'élection présidentielle, il y a eu le référendum pour avoir un régime présidentiel en 2014. Donc c'est faux, avant il était Premier ministre, il n'est pas président depuis 20 ans. Avant, le président c'était un peu une plante verte, comme il peut avoir dans certains pays, comme l'Allemagne, etc. Donc déjà même sur les institutions, il raconte des salades. Il a été Premier ministre, voilà, avant. Et chef du gouvernement, oui, à la tête du pays. Mais sauf parce qu'on était sur un régime parlementaire. Le peuple turc a fait un référendum, à 55% a dit on est pour le régime présidentiel, comme nous en France avec la 5e République. Sauf que quand nous en France... Vous qui avez été longtemps élu français, et puis vous êtes populaire, hein, c'est populaire en France pour votre implication en politique, entre autres. Comment vous expliquez effectivement ce fort taux de participation? Effectivement, le Gamal Abina le disait un instant, il y a beaucoup de pays
comme la France par exemple, se réjouirait demain d'avoir 84% de participation sur une présidentielle. Est-ce qu'on peut parler d'une vraie leçon de démocratie? Ça, c'était le deuxième tour. Au premier tour, il y a eu 90%. On est d'accord. Oui, bien sûr. C'est pas la même. Vous l'expliquez comment? Tout simplement, c'est que le problème, c'est qu'il y a tellement de mensonges et des fake news qui sont autour de la Turquie qui ne savent pas que la Turquie, c'est un pays qui vit bien sa démocratie, puisqu'il y a plus de partis politiques en Turquie qu'en France. Donc déjà, ça existe. L'alliance qui avait été faite d'une partie de l'opposition, etc., mais Erdogan, il a ses alliés, il y a un parti kurde, pareil, on dit oui, l'anti-kurde. Anti-kurde, rien du tout. Une bonne partie des Kurdes votent Erdogan parce que ce sont des musulmans, etc. Et le parti Ouda, c'est un parti kurde, etc. Il y a bien sûr alors pareil, ils disent les nationalistes, mais tous les Turcs sont nationalistes. En fait, ils ne sont pas nationalistes, ils sont patriotes. Voilà. Et quand l'Europe a misé sur son opposant, quand les Américains ont misé sur l'opposant, Biden, il a envoyé le conseiller de communication d'Obama pour le soutenir, etc. Les Turcs, et quand ils ont vu ça, ils ont fait le sens inverse. Ils ont amplifié la volonté aux Turcs de soutenir Erdogan. Que dire qu'il y a de l'inflation, tout ça? Non, il faut dire la vérité. Mais on a des augmentations de salaire. On a augmenté plus de 100% les salaires. L'inflation, c'est pas un problème si on augmente les salaires. Alors qu'en France, quand on a l'inflation, on nous annonce 6, alors que la réalité, elle est à 20, on augmente les salaires de 3%. C'est les Français qui souffrent. Mais le SMIC, en un an et demi, il est passé de 2008, 4005 à 8500 télé. Et il a dit encore qu'il va encore l'augmenter au mois de juillet. Donc, oui, l'inflation, elle est mondiale. La monnaie qui dévisse, ok, elle dévisse la monnaie. Mais de l'autre côté, il y a le salaire qui augmente. Donc on est pénalisé sur l'import, mais sur l'exportation, du coup, la Turquie, elle n'arrête pas de battre des records. C'est ça qu'il faut dire. Tous les mois, la Turquie bat des records historiques d'exportation. C'était une politique... Je reviens à vous, Mourad. Je reviens à vous, Mourad Razli. Est avec nous, confrère Bahri Cézul, journaliste, directeur général de Radio Kardesh, Card TV. D'abord, j'aimerais avoir votre réaction un peu sur cette réélection. C'est vrai qu'il n'a pas été président pendant 20 ans, mais c'est un homme de pouvoir qui était numéro 1. Il est président maintenant depuis quelques années, Erdogan. Il a été réélu, mais on lui reproche quand même certaines choses. Liberté d'expression, notamment les conditions des femmes, l'inflation, la gestion du tremblement de terre pour un dernier événement en date. Et on pense à toutes les familles qui sont touchées. Mais voilà, il a été réélu. Avoir d'abord une réaction là-dessus. Alors, la réaction que j'aimerais dire avant tout, c'est je suis surpris par la clairvoyance des invités, en l'occurrence donc Jamel et Mourad, que je connais, que je le salue d'ici. Franchement, je trouve qu'il y a une désinformation terrible qui se produit en France, et pas que contre les Turcs, mais aussi sur les Algériens et autres, où tout ce qui vient du Moyen-Orient est toujours mal et pas bien, et on essaie toujours de nous imposer une façon de vivre à l'occidental, pardon. Et on oublie de voir que les Turcs, c'est des êtres humains comme les autres, qui ont leur démocratie, leur savoir-faire. Et les Turcs aiment bien avoir un homme fort en tête dans l'État. Ils n'aiment pas avoir des personnes un peu, par Macron, il ne serait jamais passé en Turquie. Et la raison pour laquelle Kılıçdaroğlu ne passe pas, c'est parce qu'il n'inspire pas la confiance que mériteraient, entre guillemets, les Turcs. J'aimerais juste dire la phrase d'un ami qui est un Algérien, ça tombe bien, qui s'appelle Zidane Koulit, qui est avocat. Il y a 6 ans de ça, il me dit les Turcs vont souffrir par l'économie du pays, parce que Erdogan va faire des réformes énormes. Et il ne faut pas oublier que plus tard, Erdogan va rentrer dans l'histoire comme Atatürk. Et en parlant d'Atatürk, nous on a la chance en tant que Turcs d'avoir un homme qui a donné un pays, la Turquie, c'est Mustafa Kemal Atatürk, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais il a donné un pays aux Turcs. Et entre Mustafa Kemal Atatürk et aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan, il y a eu un grand vide. Et le grand vide a été remplacé par Recep Tayyip Erdogan. C'est un très fin politique, il sait parfaitement manier donc la communication et le savoir-faire à l'occidental.
Donc, il a donné donc les lettres de la noblesse à la Turquie. Alors, c'est vrai qu'il y a un grand débat qui a lieu entre la diaspora turque qui vit à l'étranger et les Turcs de Turquie qui reprochent aux Turcs de trop voter pour Erdogan et pas assez pour Kılıçdaroğlu qui représente donc le parti créé par Atatürk. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que beaucoup de Turcs qui vivent à l'étranger ne se sentent plus représentés par le parti CHP, qui a été créé par Atatürk, parce qu'elle a perdu complètement les fondements de la pensée d'Atatürk. C'est pourquoi énormément de personnes, de Turcs, de franco-turcs, votent pour Erdogan. Et effectivement, vous l'avez souligné, la Turquie a donné vraiment une claque ottomane à l'Occident en disant voilà, vous nous avez traités comme disait tout à l'heure Morad et d'autres, comme quoi Erdogan c'était un fasciste, un dictateur, c'était le deuxième entre Poutine. Et on s'aperçoit que le peuple est derrière lui. Et hier soir encore, j'étais dans les rues de Montfermeil, dans la région parisienne, où j'ai publié des vidéos où on voyait les voitures, les hordes de voitures avec le drapeau, la fierté. Moi-même, je me suis présenté aux élections législatives en France au mois de juin dernier. Quelle tristesse les élections en France, quelle tristesse, on peut rien faire, on peut même pas sortir le drapeau français. En Turquie, quand on assiste à des élections, c'est une fête nationale. C'est vrai que les gens ils se rentrent dedans, ils sont pas contents ou autres, mais ça donne envie de voter. Et ça explique les résultats de vote, 80%, 90%, alors qu'ici en France, c'est 30% des votants à peine. C'est incroyable, quoi. Donc, effectivement... Une crise de confiance. Oui, bien sûr, il y a une crise de confiance. En même temps, il y a un problème de représentativité. Les gens ne sont pas représentés en France par leurs représentants. Ils votent ils votent pour Macron pour ne pas voter Le Pen. Mais en Turquie, les gens sont investis. Le vote sanction. Et je reviens à vous. D'accord. Oui. Je reviens à vous dans un instant. On va donner la parole à un entrepreneur jeune, franco-turc. Il est à Paris. Il était important de vous avoir, puisque vous aimez bien sûr votre pays, ce magnifique pays qu'est la Turquie. Mais vous habitez en région parisienne. Vous êtes fier, Abdülmuttalip Aydin, de ce résultat? Alors, bonsoir à tous. Dans un premier temps, alors je me présente, j'habite en région parisienne, du côté justement de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, et effectivement, nous sommes très très contents de ces résultats, car Monsieur Erdogan, il a apporté beaucoup à la Turquie, il a fait beaucoup de choses, malgré qu'en France, on le critique tout le temps dans les médias. Nous avons continué de notre côté, en tant que citoyen vivant à l'extérieur de la Turquie, à le soutenir parce qu'on sait ce qu'il a fait et on sait ce qu'il continue à faire, que ce soit à la scène internationale et en Turquie. Qu'est-ce effectivement, il est présent depuis plusieurs années, et puis le peuple a parlé en toute démocratie, on le rappelle 84%, mais qu'est-ce qu'on peut répondre notamment à ces zones kurdes de Syrie où il y a une certaine tout de même inquiétude, on parle d'une certaine violente crise économique, vous connaissez le pays, vous y allez, où il y a les difficultés, il y a une grosse inflation, bon, je rappelle tout à l'heure cette gestion notamment des tremblements de terre du 6 février où encore les familles sont en train de souffrir. En tout cas, il est controversé sur certaines libertés. On ne peut pas dire non plus que tout le peuple turc vit normalement et correctement, même si encore une fois le peuple lui a fait confiance. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre à cette partie? C'est comme dans chaque pays. C'est de la politique en fait. On va avoir des gens qui vont l'apprécier, d'autres qui vont moins l'apprécier, qui vont être pour d'autres partis politiques. Cependant, Erdogan, il s'est quand même engagé à reconstruire ces zones sinistrées, donc il le fera. Il le fera, parce que c'est quelqu'un qui a de la parole et on croit en lui. On croit en lui quand même. Vous êtes jeune, qu'est-ce qu'il... Oui, et pour la partie de la Syrie, enfin dans ces zones-là, moi je veux pas me projeter parce que je connais pas très bien ces zones-là, donc voilà. Je pourrais pas vous donner une idée ou voilà. On sent que votre fierté, votre satisfaction à la réélection de Erdogan. Qu'est-ce qui vous satisfait aussi, c'est que
en Turquie, il y a une démocratie, les gens votent, il y a une réelle confiance, donc on a confiance en la politique, les choses avancent. C'est ça qui vous réjouit, notamment dans ce pays, comparé effectivement à la France, où on a du mal à faire venir les personnes dans les urnes? Tout à fait. En fait, la Turquie est incomparable avec la France, parce que en France, il y a quand même cette division de communautés. En Turquie, on est quand même libre, plus libre que la France. Pour moi, de mon point de vue, j'ai été en avril, que soit la personne soit voilée ou non, ça change strictement rien dans les rues. On n'a pas de problème. Tout le monde vit très très bien ensemble. Mais en France, c'est carrément le contraire. Merci d'avoir été avec nous. Il était important d'avoir votre réaction en tant que citoyen. Merci, cher Abdul Muttalib. Aydin, Gamal Abina, je reviens à vous. On va passer cette dernière partie d'émission. Bien évidemment, on va essayer de comprendre pourquoi dans certains pays dits où les régimes sont autoritaires, voire de dictature. On parle souvent avec vous ici de la Tunisie, un certain nombre de pays, notamment du monde arabe. Et bien évidemment, l'Algérie, les Algériens ont eu des périodes 88-90 où le pouvoir a mis fin à ce processus démocratique, où les législatives s'étaient déroulées, où le peuple avait parlé, avait voté, avec le premier tour donc en faveur notamment du fils. Il y a eu le congrès de la Souma où c'était un État civil et non militaire. Aujourd'hui, vous connaissez le dossier, c'est pas possible. Comment vous expliquez tout de même qu'en Turquie, par exemple, c'est possible, il y a une réelle démocratie, on participe, on vote, 2 candidats et ça passe? Il faut se rappeler d'une chose. Alors, je vais faire une histoire rapide, mais la Turquie, c'est 4 coups d'État militaires. Le dernier en date, c'était celui qui a été fait contre Erbakan. Le dernier 2016, oui. Oui, 97 plutôt, c'est contre Erbakan. Donc il a failli, ils ont failli le tuer évidemment, et c'était déjà l'ancêtre de l'AKP. Erbakan qui était l'allié d'Erdogan, son père spirituel, qui a apporté beaucoup d'ailleurs sur le plan économique. La Turquie, c'est donc des successions coups d'État militaires parce que c'était une ossature militaire. Il ne faut pas oublier que lorsque Mustafa Kemal, donc Atatürk, le père de tous les Turcs, c'est comme ça qu'il s'appelle, prend le pouvoir, il ne le prend pas avec des fleurs, il le prend avec l'armée. C'est logique, le pays est en décomposition, il a fallu restructurer l'entité turque, en faire un État jacobin. Il a été formé à l'école française. Et donc, la Turquie a été sauvée de cette destruction programmée par un homme qui est perçu par tous les Turcs comme étant le sauveur de la nation et le créateur de la nation moderne turque, qui faisait suite à l'Empire ottoman désagrégé. Et donc, pourquoi est-ce que ça fonctionne en Turquie? Parce qu'il y a quasiment 100 ans d'histoire quand même derrière nous. On parle du traité de Lausanne et de tous ces traités qui ont été signés contre la Turquie. Ce sont de Sèvres. C'est des traités qui sont de 1923, juste après l'effondrement de la Turquie qui a perdu la Première Guerre mondiale, alliée des Allemands à l'époque, de l'Empire prusse. Alors pourquoi ça fonctionne? Parce que les Turcs d'abord, c'est un pays qui s'est développé, ensuite parce qu'ils se sont simplement éduqués, c'est une population très éduquée, on ne le sait pas, pas suffisamment, c'est un empire qui est très ancien, la Turquie, c'est un empire millénaire, et surtout c'est un pays qui a su prendre à la fois la tradition, c'est pour ça qu'on parle sous Erdogan d'islamo-nationalisme, c'est un nationalisme patriote de la Turquie et une tradition musulmane à qui ne tourne pas le dos. Erdogan est tellement ouvert que sa femme est d'origine arabe, parce que les gens lui reprochaient un temps, aujourd'hui on ne le fait plus. Erdogan n'a pas de problème avec ses multidimensions, c'est un homme qui est d'ailleurs ouvert, même on a oublié de le dire, c'était celui qui était le plus ouvert aux Kurdes, c'est lui qui a fait en sorte de faire la paix avec les Kurdes, contrairement à l'idée reçue en Occident, on veut faire croire que c'est le fossoyeur des Kurdes, c'est pas vrai. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que ce pays a su prendre les choses à bras le corps? Comme le dit Mourad Razli, d'ailleurs que je salue au passage, qu'on se connaît très bien, qui vit là-bas et qui est un amoureux de la Turquie indiscutable, là-dessus on peut pas le questionner. Il faut savoir que la Turquie a montré plusieurs exemples de réussite économique en 20 ans, qu'elle a montré un exemple de réussite politique, l'élection n'est même pas questionnée, tellement ça s'est bien fait, et surtout qu'elle a montré une maturité extraordinaire au moment du coup d'État de 2016, où on a tenté, une fois de plus par l'armée, de faire tomber la démocratie. Eh bien, c'est le peuple qui a agi, c'est le peuple qui est sorti dans la rue, il y a 200 martyrs tout de même, pas l'oublier, il faut avoir une pensée pour eux, et qui a dit non à la dictature, qui a dit nous voulons garder notre état de droit. Alors j'ai vécu un temps en Turquie.
Juste rapidement, j'ai vécu... Je reviens à vous, je voudrais juste sur cette question importante qui fait partie vraiment des axes de la soirée, avoir aussi le retour de Mourad. Mourad Razali, je rappelle, vous êtes ancien élu en politique, vous avez vraiment une bonne base d'expérience, vous êtes actuellement en Turquie. Ce soir, cette comparaison avec ce peuple, bon, vous êtes au courant, vous connaissez le Hirak, c'est ce mouvement notamment du peuple algérien qui lutte tout de même depuis des années pour rêver tout de même d'avoir serait-ce que des élections. On est en Algérie il y a quelques mois, normalement, d'élections présidentielles. Aujourd'hui, c'est l'opacité, le flou, personne n'en parle. Le pouvoir fait comme si de rien n'était. Est-ce que vous pourriez nous apporter peut-être un moment de réflexion, d'analyse entre ces deux pouvoirs Comment serait-ce possible demain de voir une telle situation de rêve en politique, notamment en Algérie, avec une réelle élection, des candidats, un entre-deux tours? Déjà, on ne peut pas directement comparer. C'est important aussi de préciser que moi, j'ai les 3 nationalités, turque, algérienne et française. Je suis algérien de par mes parents et mon sang, et je suis français de par le fait que je sois né et grandi en France, et turc d'adoption, etc. Donc déjà, il faut rétablir la vérité, il faut arrêter de dire des fake news concernant les sinistrés. Tous les experts internationaux ont été impressionnés, notamment les sauveteurs français, par la bonne gestion du tremblement de terre. On parle de 500 km de long. C'est Paris-Strasbourg ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il y a déjà des sinistrés. Les maisons en 3 mois ont été construites. Je vous défie en France de construire des maisons en 3 mois. Tout est pris en charge par l'État. Non, mais il faut le dire tout ça. Il n'y a personne qui dort dans la rue. Tous les gens, moi à Lannion, on a 30 000 sinistrés dans les hôtels, etc. Ils ont mis les gens aussi dans les universités. Il n'y a personne qui dort dehors. Ceux qui veulent louer dans le privé, c'est l'État qui leur donne de l'argent pour payer leur loyer. Personne crève de faim. On n'a pas de SDF comme en France, mais on en a 500 000. Donc c'est important de le dire. Et c'est grâce à la région où ils ont été tapés par le sinistre qu'Erdogan y gagne. Parce qu'il a fait des scores monstrueux. Des 60-70%, il a fait dans ces zones-là. Oui, c'est vrai que c'est un paradoxe, c'est vrai. Ça, je vous l'accorde. Alors peut-être... Les gens n'étaient pas contents, ils étaient à la rue, ils n'auraient pas voté pour lui. Il faut dire aussi une chose, c'est que l'Occident était contre Erdogan parce que c'est un musulman, parce qu'il est musulman dans sa politique, dans son comportement, etc. Et on a vu à Al-Aqsa, à Palestine, on a vu au Liban, on a vu au Qatar, on a vu dans les pays musulmans, et même en Algérie, les populaires Erdogan. On a beaucoup d'Algériens. Voilà. Moi, 70% des gens qui sont avec moi, c'est des gens qui sont algériens. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui ferait, je suis désolé, comme le temps avance vraiment très vite, il était important. L'Algérie, c'est compliqué. L'Algérie, on est encore... Erdogan, lui, il a mis en 2007 l'armée dans les casernes. L'Algérie, il faut qu'elle arrive à couper ce lien avec l'armée. L'Algérie, c'est un jeune pays. C'est un pays qui sort d'une colonisation. La Turquie, elle n'a pas été colonisée. Moi, je souhaite le mire. Bien sûr que je suis triste. Il y en a plein. Il me dit, Mourad Kassé, que tu as milité en Algérie, tu veux faire quoi? C'est compliqué, l'Algérie. Bien sûr que je veux un pluralisme politique. Il faut arrêter, chaque fois qu'on nous dit c'est le FLN. Ok, très bien, merci au FELAGA, merci au FLN. Maintenant, il faut arriver à une pluralité politique. Il faut l'émergence de partis politiques avec des... Qu'est-ce qui bloque en Algérie, selon vous qui êtes un homme politique, politisé depuis des années, qu'est-ce qui bloque? C'est cette place de l'armée importante dans toutes les institutions, avec ce parti unique, avec une assemblée algérienne dont on ne voit personne. Il faut et les Algériens ils boutent chaque fois les urnes. Ils se mobilisent pas parce que il faut vraiment que l'Algérie passe à une étape suivante et que crée alors il faut des gens de gauche, il faut des gens de droite, il faut des patriotes, il faut un peu de tout. Il faut un pluralisme politique, mais surtout avec un projet économique. On ne peut pas avoir aujourd'hui, c'est un mix, ça ni queue ni tête ce qui se passe en Algérie sur le plan économique. Comment on veut développer un pays si on ferme la frontière aux investisseurs? Mais c'est pas possible. Alors la seule chose qui se passe, la Turquie d'ailleurs en prend sa part maintenant, et les Chinois, etc., c'est seulement des gens qui viennent
exporter sur l'Algérie. L'Algérie, elle a un peuple intelligent, elle a un peuple brillant. Regardez rien que le journalisme, ils savent mieux écrire le français que les journalistes français. Il y a tout, mais moi ça me fait mal au cœur de voir ces ingénieurs enrichir le Canada, les États-Unis. Le drapeau algérien, on le voit de partout dans le monde entier. Tous les cerveaux s'en vont. Les médecins, la France a dit, s'il n'y avait pas les médecins algériens, la France, elle n'aurait pas pu passer le Covid. Pourquoi on fait ça? Pourquoi tant de richesses intellectuelles? On manque de rien, c'est un pays qui n'est pas endetté, il a zéro dette, il y a de l'argent avec les richesses naturelles. En Turquie, on n'a que des noisettes. La Turquie, elle n'a rien. Erdogan, en 20 ans, il a fait la 16e puissance économique mondiale. Et quand il a pris le pouvoir, ils étaient sous curatelle du FMI, 35 milliards d'empruntés. Donc, moi, c'est comme un enfant doué, c'est comme un enfant gâté qui se bat pas. Donc, c'est quoi? Faudrait que le président algérien ouvre le champ politique, le champ médiatique, que les gens puissent s'exprimer pour inviter. Donc, d'après les retours que j'ai, beaucoup de gens, ils me disent, ils n'étaient pas pour Tebboune, mais il met pas mal de gens en prison, la justice commence à refonctionner, parce qu'il faut parler de la justice et tout ça, hein, c'est aussi folklorique, hein, tous ces trucs-là. Hein. Donc, moi, je ne peux pas le discréditer parce qu'on ne change pas les choses en 1 an ou en 2 ans, ou etc. Honnêtement, je ne peux pas lui faire ce procès-là. L'Algérie, elle est gangrénée par la corruption. Elle est gangrénée, mais le moins de permis de construire, il faut payer. Le moins de trucs, il faut payer, des bacs-chiches, etc., etc. Donc, Erdogan... Merci, cher. Seulement pour terminer, Erdogan, par exemple, ça, c'est une solution que je peux donner. Erdogan, quand le pays était corrompu, les gendarmes, ils vous donnaient un bac-chiche, ils vous laissaient passer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté les salaires des fonctionnaires. Comment voulez-vous qu'un fonctionnaire ne prenne pas un bac-chiche si vous le payez 100 € par mois? Non mais, à un moment donné, l'État est hypocrite. Il faut payer les gens correctement et leur dire, si tu touches, je te coupe la main. Voilà ce qu'il faut faire en Algérie aussi. Et pas que merci Mourad, merci. On chaque fois à dire, ah ben moi aussi ça m'arrange de temps en temps de donner un bac-chiche pour avancer. Voilà. Mourad Razli de Turquie, merci. On aura le plaisir de se retrouver. Le temps a passé vite. Voilà, j'avais encore pas mal de choses à voir avec vous. Ancien élu français, aujourd'hui donc entrepreneur à Alanya en Turquie. Avec nous, confrère directeur donc général de la radio Kardeş TV. On va terminer l'émission avec vous, Gamal Abina. Pardonnez-moi. On a l'habitude de vous retrouver souvent. Voilà, je voudrais avoir votre avis, chers confrères notamment, sur un peu la comparaison. On a une vraie leçon de démocratie, on l'a compris. Mais si on parlait de ces pays, voilà, la Tunisie, on a vu comment s'est approprié les choses aussi. Kais Saïd, l'Algérie, voilà, on peut aujourd'hui avoir peut-être des comparaisons avec ces pays dits autoritaires. Et qu'est-ce qui ferait que demain, notamment le peuple algérien, pourrait se retrouver avec une réelle envie d'aller aux urnes, avoir un réel pourcentage dans les participations et avoir plusieurs candidats et de vraies élections? Allô? Oui, c'est à moi que tu t'adresses, Chaban? D'accord, ok. Oui. Alors, Chaban, j'aimerais juste revenir sur ce qu'a dit donc Mourad, qui est très juste. Hein. Tout à l'heure, vous avez tité un peu sur le fait que les zones sinistrées n'étaient peut-être pas forcément bien gérées. Nous, ici, en tant que Radio-TV Kardeş, nous étions connectés H24 avec les zones sinistrées, mais toutes les villes sinistrées. Parce que dans Radio-TV Kardeş, nous sommes 60 bénévoles et on occupe toutes les parties de la Turquie, les 4 coins de la Turquie. Et nous avons des membres dans chaque ville de la Turquie ont systématiquement été connectés. Et ce qui est incroyable, c'est que ce que l'on entendait dans les médias en France ne correspondait pas du tout avec la réalité. À chaque fois, on nous disait qu'il y avait un problème là-bas, les gens ils n'avaient pas à manger, ils n'avaient pas à boire. Et quand on était connecté avec eux, on voyait que les gens étaient dans les tentes, ils étaient chauffés, ça se passait très très bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, s'il y a les élections, la majeure partie des gens qui sont sinistrés ont voté pour Erdogan, s'il y a bien une raison, on ne va pas voter pour quelqu'un qui nous a maltraités. C'est ce que disait Mourad, effectivement. Je vous laisse vraiment réagir. Il nous reste 2 minutes, un peu sur ces pouvoirs, ces régimes autoritaires, notamment dans le monde arabe. Il y en a plein, on ne va pas se le cacher. Non. Je suis pas d'accord avec vous. C'est pas des régimes autoritaires. Ce sont des régimes qui ont une poigne de fer, dans un gant de velours, comme dirait Dr Thatcher. C'est-à-dire des pays de chez nous.
les pays de chez nous, du Maghreb, les musulmans, on a besoin d'avoir un homme fort à la tête. On a besoin qui sache se tenir les rênes. Et c'est ça qu'on a besoin. Parce qu'on a tellement marre de voir déjà nos pays qui sont manipulés par les Occidentaux et qui fait que... Mais de quel pays, justement, aujourd'hui, on est en train de... Je m'excuse auprès de mes confrères, on va prendre 2 minutes. C'est intéressant ce que vous dites. Alors, c'est bien beau d'avoir de la poigne, mais quand on voit ce qui se passe, par exemple, en Algérie, même si vous vous intéressez beaucoup à la Turquie, en tant que journaliste, vous connaissez le problème. Il n'y a pas de champ médiatique, il n'y a pas de participation, il y a un seul candidat, les gens n'ont pas envie de voter, il y a une justice tout de même quand même qui est très controversée. Ça ne s'appelle pas de la poigne. Non, non. Si. Alors là, je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut quand même à un moment donné que le peuple prenne ses responsabilités. Est-ce que les Français, pour faire la révolution, ont eu besoin de l'étranger? Ils se sont levés comme un bonhomme, ils ont fait leur révolution. Quand on a voulu tuer le président Erdogan, est-ce que les Turcs ont demandé à l'aide aux autres? Non, ils se sont levés comme un bonhomme. C'est ce que font les Algériens depuis 4 ans tout de même. Hein. Ils sont sortis, vous l'avez vu. Vous l'avez suivi. Bien sûr. Mais nos frères algériens, bien entendu, dans Radio Télé Kardec, nous avons des Algériens qui sont avec nous, on fait des émissions avec eux. Bien sûr, ça me désole de voir un pays comme l'Algérie, qui est un pays, comme disait Mourad Ghazli, qui est nous avec des cacahuètes, effectivement, des noisettes, vous avez une richesse terrible. Et on est en train de traîner ça traîne parce que certainement... C'est quoi qui bouge en Algérie? C'est la présence de l'armée un peu partout. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a vu ce Hirak, les gens ont pris... Je ne peux pas vous dire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un pays doit être souverain de son territoire. Et je pense que l'Algérie n'est pas souveraine de son territoire. Et il y a beaucoup de... Peut-être que la France a encore une trop grande mainmise sur l'Algérie ou sur les gens qui la dirigent. Mais à un moment donné, il faut savoir dire stop. Il faut que chaque personne, chaque peuple algérien, et je sais que vous êtes très valeureux, très courageux, vous êtes capable de le faire, comme on est capable de le faire, de se coucher sous les tanks pour défendre la démocratie, vous êtes capable de vous soulever et de dire voilà, nous aussi on veut notre liberté, nous on veut notre pays, même si c'est un dictateur comme nos pays, ce ne sera notre dictateur, c'est nous qui avons décidé de mettre ce dictateur, comme nous on le fait avec la Turquie, parce qu'on nous explique que Erdogan est un dictateur, eh ben, je dois dire au monde entier que voilà, moi j'étais pas très pro-Erdogan à la base. Aujourd'hui, j'ai dit, on est fiers d'avoir un dictateur comme il est représenté aux Européens par l'Europe, parce que cet homme-là fait pour la Turquie. Cet homme fait qu'aujourd'hui on a des hôpitaux. Cet homme fait que les gens ils ont de quoi dormir. Même ma nièce, à cause pour les tremblements de terre, qui était à Alantalia, qui étudiait là-bas, ils ont fermé toutes les écoles qui font du télétravail pour donner de la place aux sinistrés. Voilà, c'est un homme qui s'occupe de son peuple. Je dis bravo. J'espère que vous aussi vous pourrez avoir un homme fort comme ça. Et ce qui me fait peur, c'est que quelque part, si à la place de Kılıçdaroğlu, il y avait quelqu'un d'autre qui était venu, je pense que peut-être il aurait pu gagner les élections, mais Kılıçdaroğlu, non, ça passait pas. Merci, cher Bahri Sezer, d'avoir été avec nous, directeur général de Radio Kardeş, Card TV, qu'on peut retrouver bien évidemment. Je vous invite à vous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Gamal Abina, merci cher ami, cher confrère, on a l'habitude de se voir et voilà, vous n'avez pas eu un temps de parole comme tout le monde ce soir, mais voilà, il était important aussi d'avoir nos confrères, notamment un peu spécialisés dans le domaine, et puis Abdul Muttalib Aydin, franco-turc, et puis Mourad Ghazli qui est en Turquie, qui est intervenu, et bien évidemment, clin d'œil à Hakim Haddad, on pense à la famille de Pierre Audin. Bonne soirée à tous dans quelques instants. Normalement, l'édito de Jamaldine Benchenouf et El Omq juste derrière.